Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Selon certains observateurs, tout au long du processus de paix au Mali, l'inclusion des femmes n'a pas été une priorité et celles-ci ont été marginalisées pendant les négociations de paix et la mise en œuvre de l'accord pour la paix. À cela s'ajoute le processus électoral en cours. Nos invités pour débattre de ce sujet, Maître Salon Keïta, présidente du réseau des femmes paix et sécurité de la CEDEAO, Moussa Guindo du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bienvenue au grand dialogue. Alors nous allons ouvrir les débats avec vous, Maître Keïta. Alors quel est le rôle des femmes dans le processus de paix au Mali? Merci beaucoup. Je tiens très sincèrement à saluer les auditeurs du studio Tamani ou de la studio Tamani. Et je tiens à remercier le personnel de Studio Tamani et de IMRAP qui a bien voulu que je participe à ce débat. Les femmes ont un rôle important dans la paix au Mali. Les femmes ont été remarquables quand il s'est agi de la paix au Mali. Les femmes, bien que la Constitution le prévoit, les instruments juridiques internationaux, les résolutions des Nations Unies, les traités, les conventions, les protocoles au niveau international prévoient la participation de la femme et au niveau national, c'est-à-dire les textes internes prévoient aussi cette participation. Mais vous le savez comme moi, que chaque fois qu'il s'est agi de cette participation des femmes, ça s'est fait sur leur insistance. Les femmes ont insisté pour être au cœur du débat quand il s'est agi de la paix, quand il s'est agi de l'accord pour la paix. Peut-être qu'on va y revenir. Il a fallu l'insistance des femmes du Mali pour être à ce niveau. Chaque fois qu'il faut parler de la paix, les femmes insistent. Et toutes les fois que nous avons insisté, il y a des gens, on trouve chaque fois qu'il y a des gens qui nous répondent, qui veulent bien venir avec nous, parce qu'ils connaissent ces personnes, elles connaissent l'importance de la femme dans ce processus-là. D'accord. Alors, M. Guindo, qu'avez-vous ajouté au propos de Maître Keïta concernant le rôle des femmes dans le processus de la paix? Merci, Studio Tamani, et merci les auditeurs. Je pense que c'est naturel, le rôle de la femme par rapport à la paix. La femme même, c'est la paix. Et nous préparons la femme pour ça. Comme elle a si bien dit, elles sont minoritaires dans les instances de décision par rapport à la discussion, à des négociations. Et nous avons une loi par rapport à ça, la 052. Et en plus de ça, comme elle a parlé de la résolution 1325, la réalité, c'est quoi? Il faut tenir compte avec des femmes pour avoir une paix stable, vu leur nombre. Aujourd'hui, les femmes sont à 50,4% de la population. Et en les impliquant dans ce processus de négociation, aller vers la paix, je pense que ça doit être une obligation par un gouvernement. Et la preuve est là, partout où nous passons, nous voyons les femmes. Elles se sont imposées, elles ont demandé à être là pour être écoutées. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a la stabilité au sein de nos familles, s'il y a la stabilité au sein de nos villages, de nos communes, c'est dû en grande partie par des femmes. Pourquoi ne pas compter avec eux? C'est pour vous dire tout simplement, répondre à votre question, que le rôle de la femme, elle est naturel par rapport au processus de la paix. Vous dites que leur rôle c'est naturel, mais quelle est la place accordée aux femmes dans ce processus au Mali? C'est cette place-là qui est minime, et c'est cette place-là qui est un combat qu'on doit mener tous ensemble, femmes et hommes, pour qu'au moins, parce que la preuve est là, avec le processus d'accord de la paix, les femmes se sont battues pour être là, et elles ont eu beaucoup d'acquis dans cet accord-là. Et aujourd'hui, même la mise en œuvre, les femmes sont là à taper à la porte pour qu'au moins qu'on puisse prendre compte de leur présence. Et la preuve est là. Et même par rapport au décret qu'on avait pris pour insérer les femmes par rapport à la mise en œuvre, c'était un décret qu'on a pris sans les femmes. Mais dès qu'on a vu cette note-là, on dit non, c'est pas normal. Mais on s'est imposé. Les femmes se sont retrouvées au sein de ce processus-là de mise en œuvre de la paix. Et même dans l'évaluation, il faut impliquer des femmes. Je pense que le plus important, c'est qu'il faut mener des femmes à chaque pas
qui est liée aux accords. Je pense que c'est la sortie, la issue heureuse même de cette crise-là. D'accord. Alors, Maître Keïta, concernant le décret que M. Guindo vient de nous parler tout de suite, est-ce que cela est bien respecté actuellement dans le contexte où nous sommes? Le décret n'est pas du tout respecté, ma soeur ou ma fille. Avant le décret, il y a la Constitution qui est là, qui parle de parité. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la première loi d'un pays. Il y a les conventions, il y a les traités, il y a les protocoles qui sont ratifiés par l'État du Mali. Et non, au nom et pour le compte des Maliens, qui ne sont pas pris en compte. La loi, elle est là depuis 2015. La loi, on en fait ce qu'on veut, tout sauf aller dans le sens de ce que la loi veut, c'est-à-dire la participation des femmes au processus que le pays connaît, à toutes les instances de gouvernance de notre pays. On fait tout sauf cela dans notre pays. Et je le répète, je le dis, je le maintiens. Chaque fois qu'il s'est agi des femmes dans un processus au Mali, pas que la paix, n'importe lequel des processus, les femmes viennent sur leur insistance. Nous insistons. Comme on le dit, on mord, on griffe, on fait tout pour être là, les femmes. D'accord. Alors, Monsieur Guindo, selon vous, qu'est-ce qui explique toute cette situation, vu que les femmes doivent se battre pour cette place-là? Bon, cette situation, c'est dû aux pesanteurs socio-culturels de notre pays. Parce qu'on pense qu'il faut reléguer la femme au second rang, ce qui n'est pas réel. Je pense que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans un pays de culture. Et nous préparons les femmes pour ça. Mais nous, on s'est dit au niveau du ministère de la promotion de la femme, la présence de la femme, c'est l'assurance. Et leur présence aussi, il faut les préparer. Parce qu'ils vont nous dire souvent que des femmes ne sont pas prêtes, elles n'ont pas le temps, elles doivent être au champ, elles doivent être dans la cuisine. Nous partons au-delà de ça. Et chaque fois, on est dans le cadre du renforcement des capacités des femmes, en maîtrisant même des outils concernant la sécurité, la paix. Parce que je l'ai dit, on revient. Parce qu'on ne peut pas parler de paix, de sécurité, sans parler de la résolution 1325. Et cette résolution 1325 est dissimulée partout et avec un plan d'action pour au moins qu'on puisse gérer cette situation de crise avec des femmes. Et c'est pour vous dire, jusqu'à présent, il faut faire confiance aux femmes. Il faut quitter le cadre culturel, il faut quitter le cadre de suspicion, il faut quitter le cadre de minorité et qu'on aille vers la réalité pour qu'au moins qu'on puisse mettre les femmes en exergue. Moi, j'ai fait confiance à ces femmes-là. Et vous voyez, Maître Sarah, elle est au devant de la scène. Moi, mon ministre aujourd'hui, depuis plus de 25 ans, elle est dans la société civile et elle est ministre aujourd'hui de la promotion de la femme. C'est pour vous dire qu'en tenant compte avec ces femmes-là, le Mali va amorcer son développement et atteindre son objectif. D'accord. Alors, Maître Keïta, M. Guindo nous parle de quitter le cadre culturel. Qu'en dites-vous? Et vous savez, il y a les us, il y a les coutumes, il y a nos traditions qui sont là. Je ne dis pas non, mais moi je dirais que c'est une question de volonté politique dans notre pays. Vous savez, au XIIIe siècle, si j'ai bonne mémoire, déjà on avait pensé à la participation des femmes à travers la première constitution du monde, le Kouroukanfouga. Déjà, il y a un article qui prévoit les femmes, malgré leur occupation, doivent participer à la gestion du pays. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est fait il y a depuis. Nous sommes en plein 21e siècle. On dit encore pesanteurs sociaux, ils se coutument. Moi, je pense que c'est tout simplement une question de volonté politique. Quand les décideurs vont décider, vont vouloir que les femmes soient là, nous serons là. Quand les décideurs... Il se trouve que les décideurs sont en majorité des hommes. Il se trouve qu'ils sont en majorité des hommes. Et quand les hommes... Vous savez, l'homme ne veut pas partager. L'homme au masculin, il ne veut pas partager. L'homme veut tout à lui seul. Déjà à la maison, regardez comment il se comporte. L'homme pense qu'il est l'être humain supérieur, donc il doit se comporter comme ça. Rien, c'est pas plus compliqué que ça. Us, coutume, cuisine, tout et tout. Moi, je peux bien faire ma cuisine et puis venir faire mon travail. Il n'y a aucun problème, rien ne m'empêche de le faire. Aujourd'hui, tout est développé pour qu'on puisse aller vers cela. On peut faire la cuisine rapidement, on peut s'occuper des enfants, on peut amener les enfants où on pourra bien les prendre en charge, tout et tout. Mais la femme doit
comme l'a dit Guindo, il faut que les politiques partent avec cela, qu'ils aient ça, qu'ils l'intègrent dans leur quotidien, que en voulant aller pour le développement d'un pays sans la femme, on ne pourra jamais atteindre le bout du tunnel. On va toujours rester au milieu, ou on ne va même pas atteindre le milieu. Il faut obligatoirement la femme. Alors, M. Guindo, pensez-vous également que vu que la majorité des décideurs sont des hommes, ce serait l'une des raisons aussi qui fait que les femmes sont tout le temps derrière les stalles? Bon, ça peut être une des raisons, mais je pense qu'on a dépassé cela aujourd'hui. Moi-même, je suis homme. Je travaille au ministère de la Promotion de la Femme. Le genre est respecté à notre cabinet. Nous avons 3 femmes. C'est parce qu'à ce niveau, c'est déjà équilibré. Nous partons de là, pourquoi? Parce que on parle du genre. C'est un nouveau concept. Le genre, c'est quoi? C'est la complémentaire entre femmes et hommes. Et pour cela, il faut se remodeler. Il faut pousser l'État à prendre cette décision politique. Et le mieux aujourd'hui, le ministère de la Promotion de la Femme est créé depuis les 20 ans. Nous avons beaucoup d'instruments, beaucoup de produits à ce niveau pour la promotion de la femme. Et nous respectons beaucoup nos engagements. Je parle de l'État. Le Mali est signataire beaucoup de conventions, et ces conventions sont harmonisées avec nos textes au niveau national. Et il y a tout ce qui est dit dans notre politique nationale genre, qui est notre ligne directrice, et je pense que sa mise en œuvre suit son petit bonhomme de chemin. Et ensuite, par rapport à la paix, nous avons organisé les assises des femmes ici à Bamako. Et nous avons pris des femmes de Bamako, du Mali, en tout entier, de Kidal jusqu'à Kaï. Et nous nous sommes retrouvés à Sélégué, faire le brassage entre les autres femmes, pour que le Nord puisse savoir ce qui se passe au niveau du Sud. Et d'aller vers le Nord encore, pour faire le brassage entre les femmes, qui puissent se connaître et parler ce problème de paix. Et je pense que sur ce travail-là, nous avons un document bien ficelé et des recommandations pour qu'au moins qu'on puisse avoir cette paix-là. Et ces femmes se sont prononcées région par région, cercle par cercle, commune par commune. Et je pense que ces recommandations sont déjà au niveau du ministère de la Promotion de la Femme et la mise en œuvre effective au présent où je vous parle. Et nous continuons cela et sensibiliser les femmes, les organiser. Et il faut qu'on quitte le carcan du complexe pour dire c'est un droit et qu'il faut que les femmes aillent au devant de la scène. Et le jour du bilan, je pense que les gens vont se rendre compte que ces femmes, elles sont capables. Vous avez parlé de pas mal de textes, d'évolution dans ce sens-là, de projets, de mise en œuvre actuelle. Mais pourquoi tant de retard dans ce domaine? Vu que depuis des années, il y a toujours des textes, des lois, il y a eu des évolutions. Pourquoi tant de retard? Effectivement, ce retard est dû aux hommes. Si je dis aux hommes, femmes et hommes, ça dit le genre. Parce qu'il faut se mettre dans un rythme soutenu avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, au ministère de la Promotion de la Femme, nous sommes avec la société civile, les ONG, et le leadership est géré par le ministère de la Promotion de la Femme. S'il s'agit d'une loi, s'il s'agit de la mise en place d'une commission de suivre l'application de ces lois-là, ou de ces conventions, ou bien s'il y a des problèmes, qu'on puisse parler à leur place. Ils ont montré la preuve par rapport au code des personnes et de la famille. Et ce code aujourd'hui a mis en retard la promotion de la femme et par rapport à la jeune fille. Et ces associations ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour le dénoncer. Et l'État avec eux, parce qu'aujourd'hui l'État est sanctionné. C'est pour vous dire que, et ensemble, si on se donne la main, des obstacles que vous venez de citer, on peut les surmonter ensemble. Et l'État est là pour ça. D'accord. Oui, Madame Maître Keita, vous voulez répondre à ces propos? D'accord. Alors, et concernant le processus électoral, les femmes sont-elles assez impliquées? Je fais un grand ouf encore. Les femmes ne sont pas impliquées dans ce processus électoral. Malgré les textes, je reviens là-dessus. Je suis avocate, ma boussole, c'est les textes, c'est le droit qui me guide. Les femmes ne sont pas impliquées. En prenant l'exemple, les 4 grandes structures qui gèrent les élections au Mali, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la CENI, le ministère de l'administration territoriale et la DGE. On va voir un peu. La Cour constitutionnelle, il y a combien de femmes là-bas? Il n'y a que 2 femmes.
la présidente et Madame Dial. À la CENI, il n'y a qu'une seule femme. À la DG, la délégation générale aux élections, le directeur est un homme, le directeur adjoint est un homme. La CENI, je l'ai dit, la CENI, l'administration territoriale, je ne suis pas dans ce secret-là. Mais je sais que ce sont les hommes qui sont dans le cabinet de monsieur le ministre, les hommes qui gèrent les élections. Où est la place de la femme? Mais les femmes ne sont pas restées bras croisés malgré tout cela. On a dit qu'on ne nous appelle pas. Ne nous appelez pas. Nous sommes des citoyens à part entière comme vous. Nous allons venir jouer notre partition pour le développement de notre pays. Le Mali, là, c'est pour tout le monde. Hommes, femmes, nous sommes à égalité. Les femmes, au sein de nos réseaux, de nos organisations, nous nous sommes organisés pour faire la veille électorale. Nous nous sommes organisés pour faire l'observation sur le terrain. Nous nous sommes organisés pour faire le monitoring des violences électorales. Nous sommes allés jusqu'à monitorer les violences électorales à travers tout le pays. Ça, ce sont les femmes qui le font. Et on le fait avec l'accompagnement des partenaires au développement qui sont aujourd'hui au Mali, mais pas avec l'État du Mali. On ne demande pas un franc à l'État du Mali pour faire ce travail. Nous voulons seulement qu'on nous reconnaisse notre... Voter, c'est vrai que c'est un droit, mais c'est un devoir aussi. On a le droit on doit voter, c'est un droit. Mais de l'autre côté, en tant que citoyen, on a le devoir de faire part de sa citoyenneté, de montrer qu'on est citoyen et d'exercer, d'avoir ses devoirs sur nous. Demain, moi, je vais aller voter. Si je reste à la maison, mais j'ai manqué à un devoir qui est mon devoir d'être citoyenne. D'accord. Et vous, M. Guindo, concernant l'implication des femmes dans le processus électoral? Bon, c'est un peu lent, mais la réalité, on peut espérer, parce que la participation même des femmes dans les instances politiques, la preuve, il n'y a pas un parti politique au Mali, il n'y a pas un bureau femmes. Mais comment cela est utilisé? Ça, c'est un. Deux, l'État joue son rôle. De fait, la loi 052 a été votée en décembre, promulguée le 18 décembre 2015. Bon, là aussi, c'est un grand pas dans la participation des femmes. Ça a été voté, mais est-ce que l'application est satisfaisante? L'application suit son petit bonhomme de chemin, parce que ce n'est pas facile. Comme je l'ai tout le temps dit, nous sommes dans un pays à 90%, comme on le dit, musulmans, culturels. C'est des paysans terres qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut expliquer aux Maliens quel est le rôle de la femme. Est-ce que la femme aujourd'hui peut être au devant de la scène et gérer des problèmes quotidiens? Il faut oublier de dire qu'il ne faut pas que les femmes soient au champ. Nous, on veut quitter ce stade-là. Au niveau ça, avec cette loi, je pense que ça commence, parce que c'est en 2015 tout simplement. Je vois qu'on a déjà fait une évaluation par rapport aux élections municipales de 9%, on se retrouve à 25%. Je pense que c'est des avancées à considérer. Et en plus de ça, avec ces élections, aujourd'hui, nous avons été avec la CEDEAO pour former des femmes à la médiation en cas de conflit au niveau du processus électoral. Et ça a déjà été fait. Et en plus de ça, nous avons réuni des femmes de la société civile autour d'un agenda. Et chacun a parlé des besoins spécifiques des femmes pour soumettre ça à l'appréciation des candidats. Et ce travail a été fait parmi les 24 candidats. Les femmes ont pu toucher 9 à 11 candidats. Et avec le deuxième tour, ça continue. Et cet agenda, je pense que c'est un bon document que tous les Maliens doivent s'approprier. Et je pense avec ce document-là, si aujourd'hui, le président qui vient d'être élu, qui prend acte de cet agenda, je pense que dans les jours à venir, nous allons faire le bilan ici. Et pour le moment, je pense que c'est la montée de l'escalier, comme je le dis chaque fois, la promotion de la femme, on va doucement, on gère les problèmes, les blocages, pour au moins s'arriver à notre objectif. Juste pour me compléter, pour aller un peu, vous voyez, cette exclusion des femmes joue surtout sur les 24 candidats, il n'y avait qu'une seule candidature féminine. Et quelle candidature? Vous voyez? Donc c'est vous dire que les femmes ne sont pas... Ce n'est pas les textes qui nous interdisent, hein. C'est seulement une question de pratique dans notre pays, une question de volonté politique qui fait que les femmes sont toujours laissées à côté.
Il faut mobiliser les femmes dans ce cas. Comme le mal est déjà connu, il faut mobiliser les femmes. On va les mobiliser, on va les encadrer. Et je pense que le jour à venir, ça va aboutir à quelque chose de concret pour qu'au moins la femme puisse être... Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, Maître Keïta, selon vous, quels sont les défis auxquels les femmes font face dans l'accomplissement de leurs devoirs? Les femmes sont confrontées d'abord au défi de l'alphabétisation. Vous savez, c'est vrai ce que Guindo a dit, il faut que les femmes soient motivées. Mais la femme a un petit complexe de par son niveau d'instruction. Les femmes pensent qu'il faut sortir des grandes écoles pour pouvoir être présente sur la scène. Non, non. Nos tantes qui ont commencé la politique, qui ont commencé ce débat féminin pour la promotion des droits des femmes, ne sont pas allées à l'école, mais elles l'ont reçu. C'est vrai aujourd'hui que tout le débat autour de la femme, c'est des débats qui se font en général en français. Et la femme peut-être a des problèmes à ce niveau, mais c'est une question de confiance seulement. Il faut qu'elle ait confiance en elle. Donc moi, je dis que le principal défi aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est le défi de la mise en capacité des femmes. Il faut mettre en capacité les femmes dans les domaines spécifiques. Il faut que les femmes soient mises en capacité pour qu'elles puissent aller au-devant de la scène, pour qu'elles puissent relever le défi qui est leur non-participation à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Mettre les femmes en capacité et les sensibiliser les femmes. Expliquer un peu aux femmes quel est leur rôle, qu'elles comprennent leur rôle. Il ne faudrait pas qu'elles pensent que leur rôle, c'est seulement de rester à la maison, faire la cuisine. Mais aussi faire le plaidoyer. Il faut aller vers le plaidoyer. Il a dit tout à l'heure, le représentant du ministère, dans son propos, il a dit, il faut faire le plaidoyer au niveau des décideurs, que les décideurs comprennent qu'il y a des femmes qui sont là, capables de pouvoir faire ce travail, et qu'il y a des femmes qui sont là, qui doivent être, et que ce n'est pas de l'aumône qu'on donne aux femmes, c'est leur droit, elles doivent être là. Et en voulant aller sans les femmes, je reviens là-dessus, c'est comme si on te demandait de marcher sur un pied. Tu vas arriver à destination, mais pas comme si, pas en même temps qu'une personne qui a pris le même chemin avec ses deux pieds. D'accord. Alors, Monsieur Guindo, qu'avez-vous ajouté au propos de Maître Keïta concernant les défis auxquels les femmes font face? Moi, elle a bien résumé les défis. Le problème aujourd'hui, l'État est prêt à accompagner les femmes. Depuis Beijing, les femmes ont commencé à lutter, comme elle a si bien dit, il y a longtemps. Et jusqu'au CSW, ça continue. Mais l'important, il faut que les femmes elles-mêmes se font confiance. Elles se retrouvent dans leurs associations, dans les ONG, de parler de leurs vrais problèmes, de profiter des occasions, des situations sensibles pour s'imposer, pour dire réellement leurs besoins. Et que, comme elle a si bien dit, la plaidoirie continue autour des décideurs. Et l'État est là pour ça. Et le ministère de la Promotion, c'est leur ministère. Nous sommes prêts à les accompagner dans tout ce qui est des projets qui vont permettre la promotion de la femme. Et en plus de ça, il y a des appuis. Comme j'ai toujours dit, il y a un fonds FAFE qui est là pour aider les femmes dans tous les domaines pour leur émancipation. Parce qu'on ne peut pas faire la politique sans avoir des moyens. C'est politique, comme elle a si bien dit, il y avait qu'une seule candidate. Et les gens pensent que c'est une gestion des femmes pour dire c'est une femme, il faut voter. Non, c'est une question de programme. Mais cette femme-là devait être préparée pour qu'au moins affronter. Mais aujourd'hui, elle s'est imposée. Elle a fait elle a représenté des femmes au niveau de ces élections-là. Je pense que c'est des acquis qu'on doit exploiter et voir amoindrir un peu des défis et donner la confiance aux femmes d'affronter les réalités. D'accord. Alors, Madame Maître Keïta, disons concrètement, que pouvez-vous me dire sur la place exacte de la femme dans tout ce processus-là? La place exacte de la femme dans tout ce processus, je pense que normalement,
La femme doit être au centre de tout ce processus. Et que tout ce processus tourne autour de cette femme-là, qui est le pilier de la famille, qui est le pilier de l'humanité. Les gens ont l'habitude c'est la femme qui est le trait d'union entre Dieu et l'humanité. C'est la femme qui peut, là où les autres échouent, c'est la femme qui peut réussir. Donc la place de la femme, c'est au cœur de tout ce processus-là. D'accord. Alors, M. Guindo, direz-vous la même chose concernant la place exacte de la femme? Je le confirme. C'est une évidence. Il faut tenir compte avec les femmes. D'accord. Et j'ai parlé de grand nombre. Quand on est nombreux aussi, il y a ce problème-là. Il faut tenir compte avec des femmes. Mais je reviens là-dessus. Oui. Il faut former les femmes. Il faut mettre les femmes en capacité. Le manque de confiance freine beaucoup l'élan des femmes. Il faut les mettre en capacité. Mais selon vous, il n'y a pas déjà des sensibilisations, des plaidoyers allant dans ce sens-là? Si on fait de la sensibilisation, on fait des plaidoyers, on fait de la capacitation des femmes. On les forme déjà. Mais il faut le faire à grande échelle. Il faut le faire à grande échelle. On peut former les membres d'une organisation, on peut former les membres d'une localité, mais faire cette formation, cette mise en capacité à grande échelle. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Les moyens. C'est une question de moyens qui est là. D'accord. C'est une question de moyens. Mais comme il a dit que le ministère est ouvert, je pense qu'il faut aller vers la mise en... Il faut que les femmes qui sont dans la société civile, qui font la politique, aient confiance en elles-mêmes. Quand on a confiance en soi, on avance. Mais sans confiance, on ne peut pas avancer. D'accord, oui. Voilà. En réalité, les femmes du Mali, elles sont courageuses. Avec le peu de moyens qu'on a, elles parviennent à s'imposer. Quand vous voyez l'ossature même de la scène politique, de la gestion de la crise, partout, les femmes ne sont pas présentes, ça pose des problèmes. D'abord, vous avez vu à l'Assemblée, il n'y a que 14 femmes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une question de femmes au niveau de l'Assemblée que ces femmes restent en marche. C'est pour vous dire que si elles sont considérées, si elles sont en grand nombre, le développement est assuré. En plus de ça, elle a dit les 4 structures qui gèrent des élections, qu'il y a un manque de femmes. Et ces élections sont critiquées. Chacun dit ce qu'il pense. Mais aujourd'hui, avec des gestions de la femme, je pense que les choses vont changer. Je parle même au-delà. Même au niveau de la gestion, au niveau financier, des femmes sont moins corruptibles que les hommes. Ça, je peux le confirmer. Mais pourquoi ne pas aujourd'hui préparer ces femmes-là pour ces challenges? Nous partons dans des grands forats, dans des grandes réunions de discussion hors de l'Afrique, hors du Mali. Mais des femmes se font entendre là-bas. Mais le problème aujourd'hui, nous avons des documents, nous avons des textes, nous avons des politiques, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Et au niveau de la société civile, il faut qu'ils s'organisent. Et je pense que ça commence à venir. Avec l'agenda que je viens de vous parler, les femmes, elles sont en train de se battre pour au moins saisir tous ces candidats-là. Et celui qui va gagner, au moins de compter avec elles. Ça, c'est le plus important. Et la place de la femme, c'est déjà... Ça aussi, je vais dire que c'est naturel, il faut l'accepter. Et il faut compter avec eux. Et je pense que c'est ça qui est cherché au niveau du ministère de la promotion de la femme. Bon, je reviens encore là-dessus. Vous voyez, chaque fois, même actuellement, les femmes sont en réunion au niveau du centre Abaketa. C'est juste par rapport à ces élections-là, pour qu'au moins qu'on puisse compter avec elles. D'accord. Et en parlant de l'agenda, je dirais que j'ai participé à l'élaboration de cet agenda. Et cet agenda n'invente rien. Oui. Il n'invente rien. C'est que les textes qui disent tout, les conventions qui donnent les droits à la femme, les recommandations issues des différents forats organisés au Mali, c'est ces recommandations qu'on a eu à prendre et les textes internationaux et nationaux, et on en a fait un agenda. Ce n'est pas un agenda qui demande l'extraordinaire aux décideurs. C'est un agenda qui est là, mais on a seulement les droits des femmes éparpillés qu'on a pris, on a mis ensemble dans un seul document. La personne qui prend le document
comprend tout de suite que pour la santé, la femme a besoin de ça. Pour la justice, dans le domaine de la justice, c'est ça. Dans le domaine des sports, c'est ça. On a touché à tous les domaines dans cet agenda. On a touché à tous les domaines. Et on n'a rien inventé. On a pris que ce qui est là et on les a bien modélés. On a mis dans l'agenda. D'accord. Oui, M. Guino? Bon, ce qu'elle vient de dire, effectivement, c'est un bon document. Il faut que les femmes s'approprient et que les décideurs aussi comptent avec ce document. Ensuite, même au niveau rural, comment les femmes sont considérées à ce niveau, comment elles doivent se faire entendre. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 15% des terres octroyées aux femmes, on parle des aménagements des terres pour des femmes, on parle par rapport à l'élevage, à la pisciculture. Je pense que tous ces programmes font partie de cet agenda-là, au moins pour que la femme puisse s'autonomiser et agir dans le sens de la représentativité des femmes dans les instances de décision. D'accord. Voilà. Alors, nous allons observer une courte pause avant de nous retrouver sur ce plateau. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue de ce soir réfléchit sur le rôle des femmes dans les processus électoraux et de la paix au Mali. Cette initiative est un partenariat avec l'IMRAP. Alors, Maître Keïta, pensez-vous qu'il faut donner libre accès aux femmes pour pouvoir avoir un bon développement dans un pays? Libre accès, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais respecter les droits des femmes dans le développement d'un pays. En parlant de libre accès, on va peut-être un peu basculer vers l'anarchie et tel n'est pas l'objectif des femmes. Et en général et en particulier, moi, je suis une avocate. Je l'ai dit au début, le droit me guide, c'est le droit qui me guide. Il faut aller strictement dans le sens du droit. En allant strictement vers le sens du droit, les femmes auront ce qu'elles doivent faire, sauront ce qu'elles doivent faire et vont agir positivement. D'accord. Et vous, monsieur Guindo? Oui, bon, ce n'est pas une compétition entre les femmes et les hommes, comme elle a si bien dit. Quand on respecte les droits des femmes, le jeu est déjà clair. Hein. Chacun a son rôle à jouer, chacun connaît ses droits. Et en respectant ces droits-là, je pense que ça va permettre aux femmes de s'imposer. Sinon, ce n'est pas une compétition pour dire qu'il faut mettre les femmes au-dessus, il faut donner des femmes, même si elles n'ont pas de compétences. Je pense que ce problème-là est déjà géré, parce que nous avons un répertoire qu'on est en train de préparer pour mettre les femmes compétentes dans ce répertoire. Quand on demande une femme au niveau d'un poste ou au niveau de gestion, qu'on trouve la compétence réelle pour qu'au moins qu'on puisse occuper cette place-là avec une femme brave qui va s'imposer. Et comment améliorer cette situation? Bon, l'amélioration, c'est ça que j'ai dit. Parce qu'on dit, on parle des femmes, il faut donner la chance aux femmes. Et ça, ces femmes-là sont parties à l'école, est-ce qu'elles sont compétentes? C'est ça le problème. Nous, on veut aller au-delà. On veut former des femmes, on a notre répertoire, et à travers ce répertoire, là où il y a des problèmes, je dis il n'y a pas de compétences, nous sommes prêts à mettre les femmes à la disposition. Aujourd'hui, il n'y a pas un domaine au Mali dont les femmes n'exercent pas dans ce domaine-là, mais elles sont minoritaires. Et il faut encourager. Et puis si c'est un travail de longue haleine jusqu'à la base, avec le fait de la scolarisation des filles, aujourd'hui ça a pris un niveau considérable. Mais maintenant, comment les maintenir à l'école? C'est par rapport à ça. Et il y a des blocages à ce niveau. On retire des jeunes filles à l'école, on les donne en mariage à l'âge de 12-13 ans. C'est des blocages aujourd'hui. Et au niveau du département aussi, nous avons des politiques qu'on va mettre au niveau de chaque village, plus de plateformes multifonctionnelles qui vont alléger le travail de la femme. Parce que souvent, on retient les jeunes filles au niveau des travaux ménagers pour demander de faire ce travail avant d'aller à l'école. Je pense que c'est des blocages qui empêchent à nos jeunes filles de s'imposer au niveau des écoles. Et je pense qu'avec ces politiques-là, ça va permettre à beaucoup de jeunes filles d'atteindre l'objectif de sortir, même au niveau universitaire, pour qu'on puisse avoir le nombre de femmes à ce niveau pour les utiliser. D'accord. Alors, au-delà de ce que M. Guindo vient de nous expliquer, selon vous, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour qu'elles puissent jouir pleinement de leurs droits dans ce sens? Et pour revenir un peu en arrière, comme l'a dit Guindo, les femmes ne veulent pas avoir ce qu'elles ne méritent pas.
donner une place à une femme parce que les femmes, on n'en veut pas. Les femmes veulent avoir ce qu'elles méritent. Et je dirais dans ce sens, aller vers une discrimination positive à l'endroit des femmes. Et la discrimination positive ne veut pas dire que même si la femme doit avoir un 6 sur 20, la donner 15 sur 20, non. Quand il va s'agir de concours ou d'examen, peut-être en amont, commencer à mettre la femme en capacité par rapport à ce qu'elle va faire dans l'examen. C'est-à-dire donner des cours aux jeunes filles, aux femmes, sur la thématique qu'elle va aborder. Comme ça, elle va comprendre, elle sera là. C'est pas que on lui a donné quelque chose qu'elle ne mérite pas, mais on l'a aidée à avoir cette chose-là. On l'aide à l'avoir de par sa propre compétence, pas par une autre compétence. C'est ça la discrimination positive. Quand on parle de discrimination positive, les gens pensent que c'est qu'elles ne connaissent pas. Non, on ne veut pas. On ne veut pas. Nous voulons la discrimination positive, ça veut dire nous former en amont de ce qu'on va faire plus tard. C'est ce qu'on demande. D'accord. Oui, M. Guindo. Bon, comme elle a dit, moi je parle des barrières, des obstacles, même par rapport aux violences basées sur le genre. Là aussi, c'est un aspect important. Parce que les femmes sont agressées en longueur de journée, harcelées par des gens. Tout ça, c'est des problèmes qu'on doit revoir. Et au niveau du ministère de la promotion de la femme, nous sommes déjà sur un projet de loi très coriace qui va sanctionner tous les fautifs au niveau de ces violences basées sur le genre. Et je prends l'exemple ici sur la loi électorale. Et la loi 052 est déjà transcrite dans cette loi. Oui, tout est là pour donner l'avantage aux femmes. Mais maintenant, il faut mobiliser, il faut former, il faut sensibiliser et il faut les proposer à aller vers ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on ait, comme elle a si bien dit, dire que c'est une femme, il faut la donner. Non, il faut tenir des compétences. Et ces compétences-là, nous sommes en train de travailler dans ce sens. Et il y a des femmes compétentes. Quand vous voyez l'Assemblée nationale, dans nos gouvernements, des femmes qui ont fait leur passage, elles ont été à la hauteur. Quand on parle aujourd'hui d'Amican, de beaucoup d'autres femmes, c'est par rapport à ça. Et il y en a plein. Il y en a plein dans notre carcan pour qu'au moins que ces femmes-là puissent jouer leur rôle normalement. Et il faut les apprendre aussi à maîtriser leurs droits. Là aussi, c'est un problème. Il faut qu'au moins la femme cherche réellement quel est mon droit, qu'est-ce que je dois faire pour m'autonomiser, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois contacter à des moments difficiles. Il faut travailler tout cela. Parce que je pense que, comme je reviens ici, il faut aller doucement. Les femmes, on est en train de les préparer. Et dans les jours à venir, on va faire le bilan. Vous allez vous rendre compte. Vous avez parlé de solutions, de plusieurs étapes. Mais comment comptez-vous faire cela? Bon, nous sommes là pour ça, c'est leur département. Comme elle a si bien, il y a un problème de moyens, il y a un problème de volonté politique. Il faut revoir tout cela, parce qu'avec les volontés politiques, ça peut s'aider, parce que l'État est déjà dans ce sens-là. Et il y a la question des moyens. C'est le lieu aussi de saluer nos partenaires. Il y a l'ONU Femmes, il y a beaucoup de partenaires qui nous aident aujourd'hui à aller dans ce sens. NDI sur le plan électoral, il y a IMRAP aussi qui fait beaucoup aujourd'hui, qu'au moins qu'on puisse recruter des femmes dans l'armée, dans la police, pour qu'au moins la présence des femmes soit sentie au niveau des essences de l'État. Et je pense que si on continue sur cette lancée, ça va donner des acquis. D'accord. Alors, Maître Keïta, selon vous, comment on peut mettre en œuvre toutes ces solutions-là? D'abord, comme l'a dit Guindo, il y a une question de moyens qui est là. Il faut que l'État d'abord ait une volonté politique par rapport à comment faire ça. Et ensuite, voir avec les partenaires au développement comment aller dans ce sens. Surtout qu'il se trouve aujourd'hui que tous les partenaires au développement sont dans cette logique avec les femmes, c'est-à-dire la promotion des droits des femmes. Tous les partenaires sont dans ça aujourd'hui. Même le secrétaire général des Nations Unies, il insiste là-dessus, il faut que les femmes soient là, il veut la promotion des femmes. Chaque fois qu'il s'est agi d'une mission du secrétaire général des Nations Unies au Mali, cette mission demande à rencontrer les femmes, à s'enquérir des problèmes des femmes, à s'enquérir de quoi les femmes du Mali ont besoin aujourd'hui.
Donc, je pense qu'il faut aller vers ça. Une question de moyens qui est là d'abord. Après, les moyens mis à la disposition de qui de droit, aller vers la sensibilisation et la formation des femmes. Tant qu'on n'est pas formé, on n'est pas mis en capacité, on ne peut pas agir positivement pour son pays. Et les femmes veulent être mises en capacité et à grande échelle. À grande échelle, pas dans une localité, pas dans un domaine spécifique, mais à grande échelle. D'accord. Oui, M. Guindo. Oui. Comme on a dit, nous sommes un ministère sectoriel. Hein, et la volonté politique est là. Il faut qu'au moins qu'on se retrouve. Parce que la question des femmes, c'est une question transversale, une question nationale. En association avec des jeunes, des associations et des départements sectoriels, je pense qu'on peut aller vers cette solution tant recherchée. D'accord. Alors, Maître Keïta, pour pouvoir réunifier tout cela, est-ce que vous comptez avoir d'autres partenariats avec d'autres ONG de la sous-région ou de l'international pour pouvoir sortir de cette crise, si je ne puisse me le permettre? Vous avez déjà le réseau que je représente, dont je suis Jim, a fait que je sois à la tête aujourd'hui, est un réseau sous-régional qui se trouve dans les 15 États de la CEDEAO, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO. Et je suis la présidente du conseil d'administration de WANEP. WANEP aussi, c'est un réseau sous-régional présent dans les 15 États de la CEDEAO. C'est vrai qu'il faut le partenariat, mais vous allez dire que mais il faut surtout une question de volonté politique. De volonté politique et de sensibilisation à l'endroit des femmes. Il faut qu'on comprenne. Et à ce niveau, il faut que les femmes elles-mêmes puissent faire beaucoup de plaidoyer à l'endroit des décideurs. C'est bon de dire il faut, mais il faut voir ce que toi-même tu peux faire. Donc les femmes doivent faire beaucoup de plaidoyer à l'endroit des décideurs. Et c'est même par rapport à cela que nous avons eu à mettre, à faire cet agenda-là. Là où les femmes ne seront pas là, l'agenda va parler à la place des femmes. Il y a tout dans l'agenda, tout se retrouve dans cet agenda. C'est un outil très important, élaboré par les femmes. Ce sont les femmes qui ont fait cet outil-là. Et on a fait dans quelles conditions? C'est des journées qu'on fait, on venait, à midi on partait acheter quelque chose, on mange, on continue à faire le travail. C'est comme ça qu'on a fait. C'est un outil très important où on retrouve tout et que si les futurs responsables qui seront là l'utilisent, ils vont aller vers la promotion des droits des femmes. D'accord. Alors, M. Keïta, M. Guindo, disons, direz-vous que tout cela se limite à une question de volonté? Moi, je dis, on part au-delà de la volonté, hein, parce que les gens sont déjà sur le terrain. Le ministère a un rôle de leadership. La preuve, on a un cadre de concertation avec ces ONG, ces associations, qu'au moins qu'on nous informe, qu'on nous envoie des rapports pour qu'on se rende compte sur le terrain, ils ont quel problème, quelle volonté politique qu'on peut les appuyer. Et je l'ai dit, nous avons 3 politiques. La politique de l'enfant, la politique de la famille, la politique sur le genre. Et qui est une meilleure politique aujourd'hui, qui est notre feuille de route. Et ça prend en compte tout ce qui est condition de la femme au Mali. Et je pense qu'avec ce document, ça peut aider les ONG, ça peut aider des associations. Et aujourd'hui, des partenaires sont là à nos côtés pour nous appuyer. Et l'État est prêt à prendre des dispositions, au moins pour aller dans le sens de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. D'accord. Volonté politique et formation des femmes. Oui. D'accord. Un mot de la fin avant de boucler ce débat. Avant de boucler ce débat, je dirais que la femme est le cœur de la nation. Le patriotisme dont on parle tout au quotidien, la femme a une fibre patriotique plus élevée que celle de l'homme. La femme pense à la famille avant elle-même. Et la femme est prête à donner sa vie en créant une autre vie. On ne peut pas être plus patriote, on ne peut pas être plus engagé que ça. D'accord. Merci beaucoup, Maître Keïta. Donc, il faut aller vraiment vers avoir une volonté politique, mettre les femmes en capacitation, former les femmes et le germe du patriotisme
est un germe inné chez la femme. On n'apprend pas ça, mais la femme naît avec ce germe-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Keïta. Et cela me fait à ce débat sur le rôle des femmes dans le processus électoral et de la paix au Mali. C'était une initiative, c'était un partenariat avec IMRAP. Et un grand merci à nos invités sur ce plateau, Maître Saran Keïta, présidente du réseau des femmes paix et sécurité de la CEDEAO, Monsieur Moussa Guindo du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. C'est tout pour ce débat. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Gagny Kanté. La régie vous est assurée par Péting Diarra. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.